Monsieur Hadj Tahar Belnoir, bonjour. Bonjour et à l'occasion Sahar Ramadankom. Alors, un réseau de distribution dense est-il un des meilleurs moyens de régulation des marchés, puisque même le nouveau ministre du Commerce a soulevé cette problématique? Monsieur Belnoir. Bien sûr, quand on parle du commerce, on parle de marché, de réseau de distribution. Et d'abord, c'est-à-dire réaliser un réseau de distribution surtout dense, c'est à plusieurs bienfaits. Avec un réseau de distribution, on peut déjà éradiquer l'informel. Avec un réseau de distribution, on peut garantir l'offre vis-à-vis des citoyens, c'est-à-dire des consommateurs. Et avec un réseau de distribution, on peut même garantir une stabilité des prix. Donc l'importance de la création des réseaux de distribution modernes basés sur un nombre suffisant de marchés de gros, un nombre suffisant de marchés de détail et un nombre suffisant de marchés de proximité est très important pour réguler le marché, pour le consommateur et pour l'économie nationale en général. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la faiblesse de notre réseau de distribution, puisque si on se réfère aux chiffres par rapport à l'évolution de la population, nous avons à travers le territoire national 45 marchés de gros implantés à travers toutes pratiquement les wilayas et avec bien sûr des réseaux de proximité qui sont relativement peu importants. Monsieur Hadj Tahar Belnoir. 47 marchés de gros avec 6 ou 7 marchés de gros en réalisation, on peut dire que ça peut satisfaire, c'est-à-dire l'importance de la création du réseau côté marché de gros, avec une moyenne de chaque wilaya à 100 marchés de gros. Mais en ce qui concerne les marchés de détail et les marchés de proximité, on a un déficit énorme, c'est-à-dire un manque énorme. C'est-à-dire tout le monde sait, en commençant par les autorités, par les officiels, que le nombre de marchés existants en Algérie, y compris les marchés de gros, les marchés de détail, les marchés de proximité, les marchés couverts, ne dépasse pas 1800 marchés au niveau national. 1800 marchés au niveau national par rapport au nombre de la population, par rapport à la superficie de notre pays qui dépasse les 2 300 000 carrés, avec un nombre important de communes qui n'est pas moins de 1541 communes, donc 1800 de marchés de proximité, de marchés en tout, c'est peu. Donc il faut aller vers la réalisation de nouveaux marchés, estimé à entre 500 et 700 marchés qui devront être réalisés au cours des années prochaines. Cela peut permettre, d'abord, cela encourage les producteurs, parce qu'un producteur, quand il voit qu'un nouveau marché, un nouveau réseau de distribution qui est en train de se réaliser, ça l'encourage à augmenter la production parce qu'il y a des marchés où il peut mettre ses produits. Deux, ce nombre de marchés peut éradiquer l'informel. Trois, ce nouveau réseau peut garantir la stabilité des prix. Mais quand vous donnez le chiffre, par exemple, des 1541 comparativement à 1800 marchés existants, vous parlez des marchés de proximité. Il faut qu'on assure un marché de proximité par commune. Au moins, chaque commune doit avoir son marché de proximité. Parce qu'on l'appelle un marché de proximité, c'est-à-dire qui est proche, un marché qui est proche aux citoyens. Même dans les pays développés ou bien qui ont des économies fortes, c'est-à-dire chaque quartier, qui كل دوار كل حومة عندها le marché de proximité. On l'appelle un marché de proximité. سوق جواري معناتها le plus proche aux citoyens. Donc, chaque commune doit avoir au moins un marché de proximité. Et cela va influer effectivement sur la production, le niveau de production, Ça puisque encourage les la production producteurs vont nationale. augmenter leur production et cela va permettre aussi d'améliorer l'approvisionnement des marchés et de fait influer sur les prix. Il y aura la règle de l'offre et de la demande et lutter contre les phénomènes spéculatifs. C'est ça l'objectif. Parce que oui, bien sûr, parce que le spéculateur, c'est-à-dire il exploite quoi? Il exploite le manque de marché de proximité. Il exploite, disons, un dysfonctionnement au niveau du réseau de distribution. Mais une fois le nombre suffisant de marchés réalisés, le spéculateur ne peut plus spéculer.
Alors, il faut renforcer aussi, et essentiellement aussi, la réalisation des marchés de gros qui vont assurer bien sûr la distribution à travers tout le territoire national. On l'a vu aujourd'hui à travers les grands pays, comme par exemple la France, si on cite cet exemple-là, avec Arengis qui arrive aujourd'hui à alimenter toute l'Europe et la grande distribution, puisque la grande distribution est connue comme étant un moyen de régulation des marchés. Il faut s'inscrire aujourd'hui dans cette optique du futur, Monsieur Belnanoir. Oui, parce que, évidemment, les marchés de proximité, surtout les marchés de gros, les marchés de gros sont C'est eux qui aussi, irriguent le pays. et ce sont un moyen pour encourager l'investissement. L'investissement soit pour les investisseurs nationaux ou bien les étrangers. Parce que nous avons l'habitude de recevoir beaucoup d'opérateurs économiques étrangers, des représentants de chambres de commerce étrangères, des investisseurs potentiels. L'année passée, on a reçu des délégations d'entreprises italiennes, des délégations d'entreprises turques, françaises, portugaises aussi. Euh, Tous ces opérateurs, ils nous disent à chaque rencontre, nous voulons visiter tel marché de gros, le marché de gros de fruits et légumes, le marché de gros de viande, le marché de gros d'habillement, le marché de gros de tel et tel, de la téléphonie, etc. Donc, la réalisation d'un marché de gros, d'abord, est important pour réguler la distribution. Le marché de gros peut, c'est-à-dire organiser, c'est-à-dire le lien, renforce le lien entre le producteur, le paysan, le fellah et le distributeur, le commerçant. Le marché de gros aussi encourage l'investissement. Comme je vous l'ai dit, qu'un opérateur économique, dès qu'il visite un pays, il va directement au marché de gros. Parce que là, au marché de gros, il peut savoir, c'est-à-dire il peut connaître le fonctionnement de l'activité commerciale, il peut même, c'est-à-dire découvrir les produits qui sont fabriqués localement, il peut même connaître le dysfonctionnement pour la commercialisation de son produit une fois il devient producteur en Algérie. Donc c'est très important pour l'encouragement de l'investissement aussi. Alors justement, par rapport à cette question, les marchés de gros, il y a eu la réalisation des marchés de gros confiés à Magro et Batimétal, dit Santou, et qui enregistre un léger retard dans leur réalisation. On devait implanter plusieurs autres marchés à travers le territoire national. Un grand marché de gros au niveau de la wilaya de Boumerdès et celui et également un nouveau au niveau d'Alger. On parle également d'un nouveau marché au niveau de la wilaya de Bachar, de Adrar, de Betna, de Khanchla, de Relizen et d'autres wilayas. Il faut accélérer la réalisation de ces marchés puisque nous avons un réseau de pratiquement 45 à 47, dont deux ne sont pas encore opérationnels. Il y a eu l'inauguration de celui de Ain Defla. Il faut accélérer leur réalisation impérativement pour alimenter le marché et assurer cette règle de l'offre et de la demande parce que c'est l'offre et la demande qui régulent le marché sur le Bien, plan des prix. bien sûr, tant qu'on a un nombre, c'est-à-dire suffisant de marchés, ça facilite la tâche d'abord pour la régulation de la distribution et puis pour, disons, stabiliser les prix. En ce qui concerne les marchés de gros, je pense qu'actuellement, pour les fruits et légumes, on a suffisamment, c'est-à-dire on a à peu près presque une cinquantaine de marchés de gros spécialisés dans la distribution des fruits et légumes. Mais surtout les wilayas dont vous avez cité, ce sont pratiquement des marchés de gros destinés à l'alimentation générale. Qui doivent être réalisés. Parce que maintenant, Samar à Alger ou bien le battoir à Sétif, d'abord, ils n'ont aucune norme en ce qui concerne les marchés de gros alimentation générale. Et puis, Ce marché devait être délocalisé. Et puis, leur localisation est dans c'est-à-dire des villes. Or, les normes pour les marchés de gros à l'international doivent être hors la ville, hors l'agglomération. Vous avez cité le marché Rungis à Paris. Il est hors Paris. C'est un point positif pour les opérateurs.
pour assurer bien sûr la distribution à travers tous les pays, arriver avec les gros camions pour transporter la marchandise. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important. Est-ce que, par exemple, la réalisation de ces marchés permettra d'avoir une meilleure indication sur les niveaux de production, puisque même le président de la République, lors des assises de l'agriculture, a déploré le fait que nous n'avons pas les statistiques fiables pour connaître avec précision la production, quelle que soit la production, quelle que soit sa nature, notamment par exemple la production animalière, de viande, hein, je parle de viande. Puisqu'il a relevé qu'on avait toujours pensé que nous avions l'équivalent de 32 millions de têtes d'ovins, or que c'est l'équivalent des 19 millions. Il a déploré le fait qu'on n'ait pas de traçabilité. Il faut assurer cette traçabilité via ces marchés de gros et la réorganisation des marchés de proximité. Bien sûr, Savoir ce qui rentre, ce qui on sort. peut assurer la traçabilité avec la réalisation des nouveaux marchés modernes de distribution, y compris les marchés de gros. Et Avec les marchés de détail, quantités. avec bien sûr avec des quantités, avec un nombre suffisant. Et puis aussi, il faut numériser le secteur. Parce qu'on ne peut pas arriver à des chiffres exacts, c'est-à-dire des statistiques exactes, sans informatiser le secteur commercial, sans la numérisation du secteur, le secteur commercial. Et c'est pour ça que je pense que M. le Président de la République a évoqué deux exemples qui sont très importants. D'abord, en ce qui concerne les terres agricoles exploitées pour la production agricole. Pour les céréales notamment. Il a dit que les gouvernants, c'est-à-dire depuis 20 ans, depuis 10 ans, on parle de 3 millions d'hectares de production agricole. Or, la réalité, en réalité, c'est avéré qu'on ne produit pas plus de 1 800 000 hectares. Exploitation des terres. Oui, pour l'exploitation des terres agricoles. Pour le nombre de têtes de bétail, surtout le nombre de têtes de moutons, avant, on disait, bon, nous avons suffisamment de production de viande parce que nous avons 30 millions de têtes de moutons. Or, la réalité dit que, comme l'a confirmé M. le Président de la République, nous avons moins de 20 000 de têtes, avec une différence de 10 millions de têtes. Donc, c'est grave. Et la réalité est que, donc, si on parlait avant que nous avons une production suffisante de viande, donc c'est faux. C'est faux. Nous avons un déficit aussi au niveau de la production de viande. La preuve que, juste avant Ramadan, on parle de l'importation. Et on a recouru à l'importation de la viande fraîche, bovine. Alors, autre question. Vous avez parlé bien sûr de la numérisation qui est devenue un enjeu important par rapport à cette question de la traçabilité pour connaître les quantités. La facturation, c'est un élément important également pour l'activité commerciale. Nous savons que c'est un secteur qui évolue pratiquement 70% dans l'informel. On ne peut pas organiser un secteur, surtout le secteur commercial, sans la facturation. Et il faut généraliser la facturation, ce n'est pas uniquement en obligeant le détaillant à la facturation. Mais on doit commencer par la source, c'est-à-dire par le producteur et par l'importateur si le produit est importé. Un. Deux, aussi, on ne peut pas généraliser la facturation sans éradiquer l'économie informelle ou bien l'activité informelle. Donc il faut faire des efforts pour, c'est-à-dire affilier les gens qui exercent dans l'informel, il faut les encourager ou bien les pousser vers l'activité formelle. Trois, la numérisation. La numérisation, c'est un moyen aussi non seulement de moderniser l'activité, mais aussi de créer un climat de transparence qui encourage l'activité et encourage aussi tous les opérateurs économiques. Vous parlez de ces questions avec les commerçants ? Et avec la numérisation, on peut même éradiquer définitivement le monopole et la spéculation. Vous discutez de toutes ces questions avec les commerçants ? Oui, bien sûr, on organise souvent des journées d'études, on organise des campagnes de sensibilisation, des fois en partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie au niveau des wilayas, des fois en partenariat avec les services du ministère du Commerce, les services du ministère de l'Industrie, les services du ministère de l'Agriculture.
Alors, Monsieur Hadj Tahar Benanouar, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qui, bien sûr, concernent cette thématique que nous abordons aujourd'hui, à savoir, bien sûr, la question de la régulation des marchés avec la mise en place de nouveaux réseaux de distribution à travers tout le territoire national. Même le nouveau ministre du Commerce a soulevé ce problème. Il l'a qualifié comme étant le point noir du secteur du commerce. Il y a autre phénomène aussi, l'informel dans l'activité commerciale, un véritable fléau aujourd'hui, Monsieur Belenoir, puisque par le passé, vous avez donné l'équivalent de 50% de l'activité commerciale et dans l'informel. Vous maintenez ou vous rectifiez? Bon, il y a une amélioration avec la création de quelques marchés au niveau national. Au niveau du wilaya, il y a une amélioration. Il y a une amélioration aussi en encourageant quelques activités à intégrer le formel, le commerce informel. Par exemple, la loi qui autorise le commerce ambulant, c'est une bonne chose. Donc, on peut dire qu'il y a à peu près, l'informel représente 30 à 40% des activités commerciales en général. Il faut comprendre aussi que l'informel non seulement nuit à l'économie ou bien à l'activité légale, mais l'informel nuit aux consommateurs d'abord. C'est-à-dire, par exemple, la majorité des produits contrefaits se commercialisent par le biais de l'informel. Parce que l'informel, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de contrôle, il n'est pas surveillé. Donc, la majorité des produits contrefaits se commercialisent par le biais de l'informel. Il ne faut pas oublier aussi que les produits de la contrebande se commercialisent par le biais de l'informel. Donc, l'informel encourage aussi la contrebande. Donc, c'est pour ça que l'informel est devenu un fléau. Un fléau. D'abord, un manque à gagner pour l'État. Vous avez cité le chiffre que j'ai annoncé depuis 4 ans ou 5 ans, avec un manque à gagner pour l'État, c'est l'équivalent de 4 à 5 milliards de dollars par an. Et il y a aussi, nuit aussi aux consommateurs, donc nuit à l'activité légale. Il ne faut pas oublier aussi que l'informel a touché tous les secteurs de l'économie, même le secteur de la fabrication. Et des fois, par le biais de la presse, par le biais des journalistes, par le biais des chaînes de la radio nationale, de la radio algérienne, on lit, on entend que la gendarmerie, la police a découvert un atelier informel de fabrication de pièces de rechange, de cosmétiques, de parfums, etc. Donc, Et vous avez même donné l'exemple de la volaille qui évolue à hauteur de 70% dans l'informel. Oui, exactement. Et d'après les professionnels. Donc, c'est pour ça qu'il est maintenant temps d'éradiquer l'informel. Comment éradiquer l'informel? D'abord, en réalisant le réseau de distribution. Pour qu'ils puissent l'intégrer. Encourager les gens, c'est-à-dire comment ça? En réalisant un réseau de distribution, c'est-à-dire indirectement encourager les gens qui exercent dans l'informel à s'installer au niveau de ces marchés. Et la concurrence déloyale, elle est aussi punie par la loi sur l'activité commerciale. Et il est considéré par les commerçants comme étant une concurrence déloyale. L'informel, c'est-à-dire couvre, ou bien c'est une concurrence déloyale face aux opérateurs économiques, soit producteurs, soit commerçants. D'ailleurs, même les investisseurs potentiels, quand ils viennent en Algérie, par exemple, et ils disent, c'est vrai, vous avez une loi qui encourage l'investissement, vous avez ça, vous avez des marchés, vous avez des professionnels, mais l'informel persiste. Les investisseurs ne peuvent pas et ne veulent pas investir dans un secteur où l'informel représente, c'est-à-dire un chiffre énorme. Donc c'est pour ça, éradiquer l'informel, c'est défendre notre économie, défendre les droits des consommateurs et défendre aussi l'activité légale. Alors,
Une question qui est aussi d'actualité aujourd'hui. Vous avez parlé de la nécessité de densifier aujourd'hui le réseau de distribution en réalisant bien sûr plus de marchés de proximité, un marché par commune. C'est les autorités locales qui devraient prendre en charge cet aspect-là, ou ça devrait être envisagé dans une politique globale avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, sachant que certaines communes ont des difficultés financières. Non, une politique globale, mais chacun est responsable. On peut, par exemple, la société Magro, qui dépend du ministère du Commerce. Qui assure cette réalisation des grands marchés. Elle peut assurer la réalisation de marchés de gros qui manquent. Mais pour les marchés de proximité, c'est les collectivités locales. C'est les collectivités locales. Donc c'est le ministère de l'Intérieur. C'est les DAIRAT et les communes. Automatiquement en partenariat ou bien en coordination avec les services des directions du commerce, les services de direction des finances, les services de direction de l'industrie au niveau local. Mais l'initiateur doit être la collectivité locale, c'est-à-dire l'APC et la Daïra et la Wilaya. Mais qui doit assurer aujourd'hui, par exemple, l'entretien de ces marchés, puisque nous avons vu actuellement, et nous vivons au quotidien, nos marchés de proximité parfois sont dans un état de vieillissement assez avancé et délabrement également à la fois, Monsieur Belonnois. C'est vrai. Est-ce qu'il faut créer une entité qui prenne en charge cet aspect-là, comme c'est le cas pour les marchés de gros? On aimerait bien, et nous avons, ça fait depuis 2 ans, 3 ans, nous avons déjà proposé, disons, pour trouver un système pour la réalisation de marchés de proximité, initiés par les APC, mais il faut d'abord que ces marchés soient bien structurés, soient bien organisés, soient bien gérés. Parce que sincèrement, propre aussi. C'est-à-dire bien gérés. Et accessible. Bien gérés, c'est-à-dire propre. Parce qu'actuellement, on peut trouver par exemple 2 marchés dans une même wilaya, mais avec 2 cahiers des charges différents. Je ne veux pas citer telle ou telle wilaya, mais il y a par exemple des cahiers des charges qui gèrent des marchés de proximité gérés par les APC, mais avec des cahiers des charges qui diffèrent. Donc si on réalise une institution qui met un œil ou bien met un œil de contrôle sur tous les marchés de proximité, en réalisant de nouveaux marchés et en bien gérant les marchés existants, on peut avoir une amélioration nette en ce qui concerne la gérance de ces marchés. Alors, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction, de dichotomie entre la réalisation des marchés et leur gestion aujourd'hui? Vous avez la réalisation des marchés de gros qui a été confiée à Magro et Batimétal à un moment donné et ils sont confiés par la suite pour leur gestion au niveau des collectivités locales. Est-ce qu'il faut trouver une entité, comme c'est le cas par exemple au niveau du ministère de l'Agriculture, des entités qui assurent la régulation et l'entretien? Non, un marché de gros, c'est-à-dire sa gestion. La mission du ministère du Commerce, c'est d'assurer la disponibilité, pas de gérer les commerces. C'est-à-dire doit être collective. La gérance de marché, surtout les marchés de gros, doit être une gérance collective. Même la proximité. Où seront représentées plusieurs institutions. Le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie, même bien sûr le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, même le ministère de l'Environnement. Et c'est une expérience, disons, nous avons visité plusieurs marchés dans le monde. Un marché de proximité peut représenter, c'est-à-dire sa gestion peut représenter 7 ou 8 ministères concernés, y compris l'environnement, parce que même l'environnement participe aussi. Donc comme ça, au niveau local, c'est-à-dire pour les marchés de détail, les marchés de proximité, leur gestion peut être collective en participant toutes les directions au niveau local. La direction du commerce au niveau de la wilaya, la direction des finances, la direction de l'industrie, la direction de l'agriculture, car tous les ministères ont des directions au niveau de toutes les wilayas. Donc c'est comme ça pour les marchés de proximité. Pour décentraliser la gestion. Alors, je voudrais revenir avec vous aussi sur un autre aspect, M. Tahar Belonnoir, qui est une question de l'auditeur que je considère très intéressante. Il vous dit aujourd'hui, pour assurer la traçabilité sur les produits qui sont commercialisés, pour avoir des indications précises sur les quantités qui sont commercialisées, pour mettre en place les mécanismes de transparence du marché, pour connaître un peu les flux de marchandises, il y a eu bien sûr cette annonce qui a été faite par
l'ex-ministre du Commerce, c'est bien sûr la mise en place du code à barre et la date limite est c'est-à-dire à partir du 29 mars prochain. Où en étant aujourd'hui? Il faut le mettre en place impérativement pour assurer cette traçabilité de tous les produits. Tous les pays fonctionnent avec le code à barre. Tous les produits sont soumis au code à barre. Pourquoi? Parce que le code à barre est très important. Il donne les indications nécessaires. Par le code à barre, le consommateur peut connaître toutes les informations et renseignements liés au produit. À ce produit qu'il veut, c'est-à-dire qu'il veut acheter ou bien qu'il veut consommer. C'est-à-dire la source de ce produit, les composants, la date de production, le pays d'origine, la date de péremption, toutes les informations liées au produit. Donc c'est très 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 important. On doit le mettre en place le 29. C'est-à-dire pour le consommateur, et aussi c'est-à-dire important pour la transparence des activités commerciales. C'est-à-dire l'État, le citoyen, l'opérateur économique, le consommateur, tout le monde doit savoir qu'est-ce que c'est ce produit. Et puis, la date limite, c'est le 29 mars. D'après les informations récoltées à notre niveau, au niveau de notre association, l'Association nationale des commerçants, artisans et investisseurs, et dans plusieurs wilayas, c'est qu'il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui ont opté pour le code à barre, qui sont en train, ils font des efforts pour que leurs produits, soit mis à niveau avec le code à barre. Avec le code à barre. Mais vu le temps, on propose une prolongation de 2 ou 3 mois pour faciliter la tâche à tous les opérateurs pour se permettre de se mettre à niveau par rapport au cadre. Parce que la date 29... En clair, c'est pas tout le monde qui est prêt. C'est pas tout le monde qui est prêt. Même la semaine passée, on a eu des contacts par des opérateurs économiques de Annaba, de Tizi, même de Tlemcen. Ils nous disent, M. Bournoir, votre association, est-ce qu'elle peut proposer au ministère du Commerce pour prolonger cette date? Et on parle bien sûr du 29 mars. On est le 29 mars, Monsieur Benoît, c'est-à-dire la date limite, c'est aujourd'hui. Et vous demandez bien sûr la prorogation des CDD. Mais prorogation, est-ce que ça ne va pas faire oublier la mise en place ou l'obligation de mise en place du code à barre? Parce que dans toute chose, il faut aussi des dates limites. Vu l'informel, vu comment gagner la confiance du consommateur, vu la concurrence déloyale de l'informel et même la concurrence des produits de l'importation, l'opérateur économique, son bénéfice est de se mettre à niveau. C'est-à-dire que son produit doit avoir le code à barre. Donc c'est au bénéfice de l'opérateur économique. Nous sommes une association avec des contacts permanents et quotidiens avec les opérateurs économiques. C'est les opérateurs économiques qui veulent se mettre à niveau. Mais vu la date, parce que c'est une question de mentalité aussi. Ça fait une année, ça fait 2 ans. La majorité des opérateurs économiques ne savent même pas qu'est-ce que c'est un code à barre. Donc, et c'est pas facile, c'est-à-dire de s'inscrire dans la modernité. Dans une période de 3 mois ou 4 mois ou même à 6 mois. Donc c'est pour ça nous demandons une prorogation qui ne sera pas longue de 2-3 mois, c'est suffisant. Et je pense que Monsieur le ministre du Commerce est réceptif. Peut étudier cette proposition. Alors, vous avez abordé la question de la concurrence déloyale par rapport aux produits d'importation. Nous avons interdit, bien sûr, les produits de large consommation pour favoriser la production nationale. Mais cela n'a pas empêché que tous les produits soient sur notre marché. C'est-à-dire, certaines pratiques antérieures sont revenues, c'est-à-dire l'importation cabas même des produits alimentaires. Finalement, interdire n'a pas donné de solution. C'est pour ça que... Le président, il a rectifié le tir en disant « Je n'ai pas demandé de tout interdire. » Oui, parce que... De réguler, mais pas interdire. Oui. Diminuer l'importation, c'est une bonne chose. Chaque citoyen... Pour favoriser la production nationale. Chaque citoyen adhère facilement et tous les États y recourent. Parce que diminuer l'importation a 2 objectifs. D'abord, c'est diminuer la facture des importations et aussi encourager la production nationale, c'est-à-dire encourager les producteurs nationaux. Mais
la réalité, c'est qu'il y a quelques producteurs nationaux. Au lieu d'augmenter leur production, ils n'ont pas augmenté la production, ils ont augmenté le prix. C'est pour ça que M. le Président de la République a dit que, c'est-à-dire, diminuer la facture de l'importation ne doit pas être en dépit du consommateur, en dépit du citoyen. Donc c'est pour ça, au niveau de notre association, on a proposé une méthode, c'est-à-dire diminuer l'importation par étape. Par étape. C'est-à-dire, pour 2023, vous êtes importateur, vous devez diminuer le taux d'importation, ce n'est pas le nombre d'importateurs, le taux d'importation de 20%. La deuxième année, vous diminuez de 20%. En parallèle, j'accompagne les producteurs à augmenter leur production au fur et à mesure. C'est-à-dire les producteurs se sont retrouvés dans une situation de confort où ils n'ont pas cette concurrence. Parce qu'il n'y a pas de l'importation pour eux. Il n'y a pas de l'importation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrent. Il n'y a pas de concurrent. Donc c'est le monopole. Donc l'interdiction de l'importation avec cette manière a créé du monopole. Le monopole a créé la spéculation. La spéculation a fait que les prix ont augmenté, pas de 5%, 10%, mais de 100% et 200%. C'est pour ça que il faut c'est-à-dire diminuer l'importation par étapes. Et quand on dit par exemple, nous avons 40 000 importateurs, maintenant nous avons 20 000. C'est pas quelque chose. Ça veut pas dire que c'est bon. Pourquoi? On a assigné aussi le fichier des parce que l'objectif, c'est diminuer les importations. C'est pas diminuer le nombre d'importateurs. Par exemple, on a interdit à cet importateur d'importer ce produit. Et légalement, vous l'avez déjà dit, on trouve maintenant le produit qui a été interdit à l'importation depuis une année, depuis 2 ans. On le trouve sur le marché. C'est le retour du cabas. Le retour du cabas et le retour de la contrebande aussi. Le retour de la contrebande aussi. Le retour du cabas aussi. On trouve tous les produits. Donc, à quoi ça sert d'interdire ces produits de cette manière? Et je vous ai déjà dit. Et puis avec le produit cabas, vous avez les prix qui ont été multipliés par pratiquement 5. Si nous avons 40 000, avant 40 000 importateurs. Et maintenant, nous avons moins de 20 000. Les autres, ces 20 000 qui exercent maintenant, ont doublé le taux d'importation. Donc, ça ne sert à rien. Donc, il faut réfléchir à diminuer le taux d'importation de chaque produit. Pas diminuer le nombre d'opérateurs. Parce que diminuer le nombre d'opérateurs, ça crée le monopole. Et ça va créer le monopole. Et M. Taïb Zentouni a bien pris conscience de cette situation puisqu'il a déclaré qu'il allait un peu dégeler les produits importés qui sont en souffrance actuellement puisqu'ils ont été payés. Et ils sont bloqués au niveau des ports. M. Hadj Tahar Belenoir, autre question abordée par l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, au niveau de votre association, est-ce que vous essayez aussi de sensibiliser les consommateurs sur un nouveau modèle de consommation et la réduction de la consommation? Parce que ce qu'on est en train de voir ces derniers jours, avec les premiers jours de Ramadan, c'est que vous avez des quantités importantes d'aliments qui sont jetés dans les ordures, notamment le pain. Et le pain, c'est des céréales importées. D'abord, nous avons, à l'occasion de Ramadan, comme Ramadan passé les années précédentes, c'est plusieurs campagnes nationales initiées des fois par les services du ministère du Commerce et dont nous sommes partie prenante, initiées des fois par notre association professionnelle, initiées des fois par les associations de consommateurs. Il y a plusieurs. Cette année, nous avons 2 campagnes nationales. D'abord, la première, c'est pour rationaliser la consommation. Vu que une mauvaise consommation, ça crée même des problèmes au niveau des disponibilités des produits. La mauvaise consommation aussi, c'est un moyen qui fait que les prix ne seront pas stables. Donc, c'est tout à fait clair. Et puis, nous avons une autre campagne pour diminuer la consommation du sucre dans nos produits alimentaires. Vu que le sel aussi. Le sucre et le sel. Vu que le peuple algérien est parmi les premiers pays, les grands pays qui consomment beaucoup de sucre. Dans les aliments. D'après les statistiques de l'ONS, l'Office national des statistiques, l'Office organisme algérien, les Algériens consomment entre 40 et 42 kilos de sucre par an. Or, les chiffres... personne.
par personne. Or, les chiffres, c'est-à-dire le chiffre initié par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et même par le FAO, l'Organisation mondiale de l'alimentation, disent que consommer plus de 25 kg de sucre par an pour la personne est négatif pour l'économie et pour la santé. C'est l'exposé carrément au diabète. Donc c'est pour ça que à l'occasion de Ramadan, nous avons lancé dès les premiers jours de Ramadan une campagne pour diminuer la consommation du sucre et du sel dans les produits alimentaires, en plus de la campagne nationale pour rationaliser la consommation, pour une bonne culture de consommation. Le gaspillage. Quand on dit une bonne culture de consommation, c'est-à-dire pas de gaspillage. Si on gaspille, c'est-à-dire qu'on n'a pas une culture de consommation. Vous avez une estimation sur le niveau du gaspillage? Pour le pain, on en a toujours parlé. Pour le pain, l'exemple. Une estimation on gaspille entre 3 millions et 4 millions de baguettes par jour. Si vous multipliez 3 millions par jour avec 30 jours, si vous multipliez avec 365 jours, et si vous multipliez que chaque baguette coûte 10 dinars, au moins, donc vous trouvez que nous gaspillons une somme, je ne dis pas un nombre important de baguettes, une somme énorme. Vous avez une estimation? Et ce n'est pas uniquement le pain qui est gaspillé, malheureusement. Des fois même Pour le pain, vous avez une estimation en termes de pertes? En termes de montant? Vous avez toujours donné des chiffres? C'est-à-dire, quotidiennement, 10 dinars multipliés par 3 millions de baguettes, c'est 30 millions de dinars par jour. Eh bien, si on le multiplie par 365 jours, on aura un chiffre. Donc c'est pour ça que avec, c'est-à-dire les représentants du ministère du Commerce au niveau de Wilaya, les directions du commerce, les chambres de commerce, même les associations de consommateurs, on a initié une campagne pour, c'est-à-dire rationaliser la consommation et dedans, c'est combattre le gaspillage. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, M. Hadj Tahar Belnois, c'est que quelques jours à peine avant le mois sacré, le mois bien sûr de Ramadan, nous avons vu des campagnes parlant de pénurie de certains produits qu'on retrouve aujourd'hui en abondance, comme par exemple la semoule, le lait et l'huile. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une question de rumeur? Est-ce que c'est la rumeur ou c'est les fake news? Nous sommes toujours victimes de la rumeur. Parce que avant Ramadan, c'est-à-dire la rumeur qui disait que pendant le mois de Ramadan, il n'y aura plus de semoule, il n'y aura plus de l'huile de table, il n'y aura plus de sucre, il n'y aura plus de ça et de ça et de ça. L'information n'a pas été confirmée ni par une institution officielle, ni par une association professionnelle, mais uniquement par les réseaux sociaux et par le Facebook. Donc, si c'est des rumeurs Facebook. Un citoyen qui suit une rumeur par le biais du Facebook, est-ce qu'on peut dire qu'il a une culture de consommation? Automatiquement, non. Cette rumeur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un effet négatif. C'est la ruée vers le produit. La rumeur est lancée. Une heure après, la ruée vers les étals, vers les grandes surfaces, vers les supérettes. Un jour après, il y aura une pénurie, entre parenthèses, imaginaire, temporaire. Tout le monde dit, il y a pénurie. Et puis, chaque maison devient un stock de produits alimentaires. Donc, c'est pour ça que il faut faire tout, surtout avec les associations de consommateurs, pour rester dans une campagne permanente de sensibilisation. Et il ne faut pas prêter, bien sûr, crédit à toutes les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, puisqu'on a vu l'huile au niveau des étals en abondance, le sucre et tous les aliments, au moment où certains pays... Et même la farine, la semoule. Voilà, et même au moment où certains pays souffrent de problèmes d'approvisionnement. Monsieur Hadj Tahar Belnoir, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée.